démographique. Il fait partie du réseau national des ressourceries et aussi du mouvement associatif national. À ses côtés, nous avons Marianne Langlais, coordinatrice du collectif des associations citoyennes et de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. J'ai dit juste. Et de retour parmi nous, Florestan Goult, qui est le vice-président de la métropole de Lyon, en charge des politiques sportives et de la vie associative. Merci. On peut applaudir, bien évidemment. Alors, les financements des associations, c'était un des éléments que l'on a pu avoir dans quasiment toutes les tables rondes aujourd'hui. Hein, c'est un point de convergence. Et donc, on va essayer d'avoir quelques éclaircissements. Mais avant, je vais donner la parole tout de suite à Marianne, qui va présenter déjà son dispositif, c'est ça, et puis apporter quelques précisions, notamment concernant le rapport qui a été vu, je ne sais plus quand, mais il y a... Je vais le raconter. Elle va nous le raconter. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Je représente donc le collectif des associations citoyennes. C'est un collectif national créé en 2010 qui regroupe des associations de secteurs très différents. On a aussi bien des associations du social que de l'éducation populaire, que de la culture, la solidarité internationale. Et on représente un espace commun pour penser et agir sur les facteurs d'affaiblissement des associations, mais aussi penser et agir sur les facteurs de leur renforcement. Les associations perçues, pourquoi on dit citoyennes, c'est-à-dire les associations perçues, entendues, comme des espaces non lucratifs, d'émancipation politique et sociale, tournés vers l'intérêt général, des espaces de construction et de consolidation des droits humains fondamentaux et des espaces d'apprentissage de la démocratie au quotidien. On relève 4 facteurs d'affaiblissement de ces espaces associatifs. Le premier est celui qu'on qualifie de marchandisation, sur lequel je vais un peu plus m'étendre suite après. Le deuxième est la transformation des financements vers de la commande publique, qui nourrit un processus d'instrumentalisation des associations, qui se positionnent ou sont perçus par les pouvoirs publics comme des prestataires de services ou bien des opérateurs chargés de mettre en œuvre une politique publique pensée sans elle, alors que si on regarde dans l'histoire, on peut bien voir que souvent les politiques publiques ont été à l'origine des personnes qui se sont mis ensemble pour répondre à un besoin, à une envie, à une volonté de transformation, à une volonté d'émancipation. Et c'est un peu comme ça que se sont construits non seulement nos politiques publiques, mais que se sont aussi conquis nos droits sociaux. Le troisième facteur pour nous d'affaiblissement et corollaire des processus de marchandisation et d'instrumentalisation, c'est la managérialisation des associations, c'est-à-dire l'entrée dans nos structures associatives des outils de gestion venus du privé lucratif, qui finalement sont jugés plus légitimes que ceux qu'on essaye de construire, parfois avec douleur, dans nos espaces pour essayer de penser nos modes de fonctionnement, nos modes de travail de manière différente que ces modèles dominants qui aujourd'hui, on voit bien, quand même questionnent beaucoup de personnes vu la montée de la souffrance au travail. Donc il est nécessaire quand même de repenser ces modes de fonctionnement et l'espace associatif peut en être un. Le troisième facteur, ces 3 facteurs nourrissent finalement la répression des libertés associatives. Donc ça, c'est un élément qu'on travaille beaucoup au sein du collectif. C'est-à-dire que pour nous, cette marchandisation, cette instrumentalisation et cette managérialisation amènent à un processus finalement d'affaiblissement de la capacité d'interpellation des associations. Finalement, les associations perçues ou positionnées comme prestataires de services ou opérateurs, on ne reconnaît plus comme légitime leur parole critique,
politique, leur fonction d'interpellation. On le voit, alors un peu l'acmé de cette histoire, c'est un des points forts dernièrement, c'est quand même l'arrivée avec la loi séparatiste du contrat d'engagement républicain, qui finalement devient un outil au service de cette politique répressive, puisqu'elle est, contrairement à ce qui était annoncé au départ, utilisée essentiellement pour lutter contre, pour réprimer des associations qui ont des revendications écologistes, essentiellement, ou des associations assez générales, et donc on appelle à son abrogation pour retrouver un rapport de confiance entre les pouvoirs publics et les associations. Donc c'est pour comprendre finalement ces logiques de marché qui nous traversent qu'en 2022, on a créé un observatoire citoyen de la marchandisation des associations qui a sorti ce rapport en 2023, marchandisation et financiarisation des associations. J'en ai eu 2, donc à la fin, si quelqu'un en veut un, je peux le laisser. Voilà, et donc on essaie de décrire ces processus. Qu'est-ce qu'on entend sous ce terme de marchandisation? Je peux encore prendre quelques minutes, je ne dépasse pas. En fait, pour nous, ça résulte principalement de 2 grandes tendances de fond qui transforment à la fois le financement des associations, mais aussi le regard porté sur elles et sur leur rôle dans notre société. Le premier grand cadre est l'arrivée dans les années 80, donc on est vraiment dans un processus long, et c'est pour ça qu'il était difficile à décrypter, puisqu'il s'inscrit dans une longue durée. Donc, dans les années 80, on voit arriver la nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui assure pouvoir améliorer l'efficacité de l'État en s'inspirant des méthodes de gestion du privé lucratif. Et donc, elle introduit dans les services publics et par ricochet dans les associations cette culture qu'on peut faire mieux avec moins, dans une optique de réduction des coûts, d'évaluation quantitative et de management par objectif. Et finalement, c'est à nos yeux une déclinaison technique d'une idéologie néolibérale qui rentre dans les services publics et dans nos associations. À cette nouvelle gestion publique s'ajoutent les règles de concurrence imposées par le marché unique européen, qui veut que seule une défaillance du marché peut justifier l'intervention de l'État dans les activités économiques, qu'elles soient portées par des entreprises ou par des associations. Finalement, au niveau du marché, dans le cadre de ce marché unique européen, il n'y a pas de statut associatif. L'association est une entreprise comme les autres. Et donc, à ce titre, la subvention peut être considérée comme une manière de fausser la règle d'or de cette libre concurrence. En France, ces politiques néolibérales, finalement, marquent un recul de la subvention de fonctionnement au profit des appels à projets et des appels d'offres. Ce mode de financement change le rapport des associations au pouvoir public. Finalement, si on rappelle la définition de la subvention, ça précise bien la subvention qu'on a introduite dans la loi ESS de 2014, que l'association doit être à l'origine de l'initiative et que le financeur ne doit pas attendre de contrepartie ou de service au versement de la subvention. C'est vraiment pour soutenir l'initiative citoyenne. Cette transformation du mode de financement, elle met évidemment, ça vous le savez tous, les associations en concurrence entre elles, dans une logique de récupérer des parts de marché, et elle met aussi en concurrence avec les acteurs du privé lucratif. Si on va au bout de cette entrée des acteurs lucratifs dans ces marchés, dans ces secteurs portés essentiellement par les associations, qui sont des secteurs du lien, du soin, de l'émancipation, de l'accompagnement social, on voit jusqu'où on peut aller quand on voit les exemples très médiatisés dernièrement de la petite enfance ou du grand âge. On arrive à de la déshumanisation. Et donc, tout ce processus amène les associations aussi à chercher de l'autofinancement et à développer aussi des services marchands pour essayer de s'autofinancer. Et là aussi, ça nourrit un processus d'exclusion des plus fragiles. Il y a un très bon rapport du Haut Conseil à la vie associative qui vient décrypter ces processus
comment ces principes de concurrence, finalement, viennent nourrir des processus d'exclusion qui ne sont pas totalement, à notre avis, neutres vis-à-vis de la montée des idées d'extrême droite dans notre pays. Ok, donc je prends la suite. Donc, Martin Maubel, conseiller du CESE. Je vais vous parler du rapport sur le financement de la vie associative qu'on a qualifié comme étant une urgence démocratique. Je m'inscris très fortement dans le sillon du rapport du CAC que Marianne vous a présenté, mais peut-être vous dire en introduction qu'un rapport du CESE, c'est un rapport qui est travaillé à 33 conseillers et conseillères. En gros, on travaille en chambre. Et donc, il est travaillé par des représentants d'organisations qui peuvent avoir des convictions politiques qui sont antagonistes. Un rapport du CESE, c'est pas un rapport de ces deux rapporteurs, ou de son ou sa unique rapporteur. Et vous dire, alors peut-être je vais le préciser, ce texte il a été rédigé, donc il a été co-rapporté avec une personne qui a été pendant 15 ans secrétaire générale de la Mutualité française, Dominique Joseph, qui est absente et qui s'excuse. Et peut-être vous dire aussi que ce travail donc, a fait l'objet d'un travail d'amendement, c'est un texte co-rédigé en fait à 33. Et c'est un travail qui est voté et qui a la particularité au CESE, ce qui est plutôt rare d'avoir été voté à l'unanimité et sans abstention. On était très contents d'y arriver parce que quelque part on a réussi, je crois, à dire dans ce rapport un certain nombre de choses qu'on avait moins le droit de dire avant. Et principalement des choses qui portent en critique les logiques de marchandisation et ses effets. Notre boulot, c'était d'étudier correctement les mouvements à l'œuvre, sachant qu'on a vraiment du mal à les étudier parce qu'on n'a pas beaucoup de statistiques. Pour ça, on a fait une enquête. Dans l'enquête, on a eu 6500 réponses. Donc, globalement, le message qu'on reçoit, c'est que c'était le moment. Voilà, les associations nous disent toutes, quasiment à l'unanimité, que les logiques de baisse des subventions et de marchandisation touchent en tout cas pousse à un certain nombre de difficultés qui fragilisent, voire mettent en péril un certain nombre de secteurs. Et je vais très rapidement vous parler des constats, puis ensuite on va parler un peu de solutions. Pour m'inscrire dans les constats de Marianne, je vais vous donner quelques chiffres. Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans le modèle économique des associations a baissé de 41%. Elle est passée de 35% à 20%. En concomitance, la part de la commande publique, c'est-à-dire en gros des logiques plutôt marchandes de recettes publiques, a elle augmenté en passant de 17% à 29%. Globalement, on observe dans les chiffres ce glissement marchand. Et ce glissement marchand, il a un certain nombre d'effets dont on a parlé aujourd'hui, dont Marianne a parlé. Globalement, on parle... nous, notre alerte, elle se formule principalement sur l'érosion du bénévolat de gouvernance. On a un certain nombre d'associations qui nous disent avoir des difficultés extrêmes à retrouver des bénévoles de gouvernance, principalement des associations qui n'ont pas de salariés, qui doivent chercher des subventions. Et puis ensuite, globalement, ce que nous témoignent les associations, c'est une perte de sens qui grandit. Des difficultés à recruter aussi, en conséquence de cette perte de sens. Et on observe aussi un certain nombre d'associations nous dire avoir augmenté leur prix et baissé la qualité de leurs services. Qu'est-ce que ça veut dire pour les sujets, pour les secteurs qui sont sociaux principalement? C'est que globalement, des acteurs associatifs qui étaient là pour pallier à des défaillances d'État ou des défaillances publiques et qui intervenaient sur des champs en direction de publics extrêmement précaires sont amenés à le faire de moins en moins. En gros, ce glissement marchand génère progressivement un phénomène d'exclusion des publics. Ce que tu disais, Marianne, tout à l'heure, on observe aussi en fait, que ce glissement marchand est quelque part une érosion de la capacité d'initiative des associations. Les assos, en étant placées sur des logiques de marché public, deviennent de plus en plus opératrices de services et de moins en moins co-constructrices de logiques d'intérêt général, voire de politique publique. Et ça a petit à petit un effet de restriction sur les libertés qui donne naissance au contrat d'engagement républicain. En tout cas, on se dit, nous, que le contrat d'engagement républicain n'est pas sorti de nulle part, il est sorti d'un glissement progressif qui tend à dénaturer, ou en tout cas, je dirais, à estomper en fait, la nature même du fait associatif qui, globalement, entoure la question de la place que notre société donne aux citoyens pour agir pour l'intérêt général. Peut-être, tu l'as dit tout à l'heure, mais
en fait, ce phénomène-là, il est principalement lié à des dysfonctionnements de droit. Nous, on l'identifie comme ça. Notre sentiment, c'est qu'on a raté un certain nombre de batailles législatives, principalement européennes, il y a une vingtaine, si ce n'est une trentaine d'années, et qu'en fait, elles ont des conséquences systémiques et petit à petit culturelles sur la pratique politique de la relation avec les associations. Parce que je dirais la double peine sur la subvention, c'est que ce qui reste de subvention a muté. On se le dit tous et toutes, et vous l'avez dit en introduction. La subvention qui était historiquement tournée sur des types dotations de fonctionnement ou dotations d'équilibre se transforme petit à petit en appel à projet. Il n'y a aucune règle qui impose de faire ça. Ce qui change globalement, c'est une forme de mimétisme des pouvoirs publics, de l'action classique que le marché impose. C'est-à-dire, en fait, la subvention se transforme en mimétisme de logique de mise en concurrence quand elle incorpore les logiques d'appel à projet. Et donc en fait, on reparlera peut-être un peu d'Europe à la sortie. L'Europe qui pose des règles qui présupposent interdites les subventions à des acteurs dits économiques et entreprises. Notre problème historique, c'est qu'on n'a jamais réussi à obtenir un statut associatif en Europe et que du coup les associations sont considérées comme des entreprises. Et l'autre problème, c'est qu'on a construit un cadre d'intérêt général européen qui est très restreint au regard du cadre français. Mais ce qu'on observe dans les deux cadres, en France comme en Europe, et c'est un sujet à mon avis éminemment politique qui ressort d'une approche, qui ressort un peu de, je dirais, de ce sujet technique du financement. En fait, quand on observe la technicité du financement, ce qu'on observe avant tout, c'est qu'on a construit la concurrence, on a construit les cadres d'intérêt général en creux de la concurrence. À partir du moment où le marché agit sur un secteur, il devient extrêmement difficile pour les pouvoirs publics d'en réserver une partie à des initiatives d'intérêt général, qu'elles soient publiques ou privées, non lucratives, associatives. Voilà. Donc parmi les solutions qu'on ressort au CESE, alors on a tout un panel de préconisations autour de l'augmentation budgétaire. Globalement, la place du monde associatif dans notre société dépend, pas totalement, mais quand même en grande partie, de la place que notre système redistributif lui accorde. Aujourd'hui, on a à peu près 23 milliards de subventions au monde associatif. C'est d'ailleurs assez dingue, les statistiques sont pas claires. Voilà. Ce chiffre-là est le fruit d'une enquête et pas du tout le fruit ni des pouvoirs publics ni de l'INSEE. Donc nos premières préconisations, c'est de dire il y a un défaut budgétaire. On a un certain nombre de secteurs qui nous disent arriver au bout. Principalement, on a des secteurs comme l'aide à la personne, comme la petite enfance, on a des secteurs comme l'éduc-pop aussi qui nous disent avoir d'énormes difficultés. Et donc, côté CESE, on a réussi à dire il faut augmenter significativement les budgets publics. C'est un sujet majeur de démocratie, c'est pas juste un sujet d'amélioration d'efficacité ou juste un sujet de service. C'est avant tout un sujet démocratique. Notre demande initiale, c'est d'augmenter le budget de l'État de 3 milliards d'euros. Alors, vous imaginez que dans la période budgétaire, c'est pas évident, mais nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas assimiler la contrainte préalable de la réduction budgétaire. Nous sommes face aujourd'hui à des enjeux de société majeurs, un glissement souverainiste et principalement autoritaire d'extrême droite, et que ce glissement de société est le fruit de politiques publiques qui ont à un moment ou à un autre été dysfonctionnelles. Et notre constat CESE, c'est que la politique publique menée en direction des associations depuis 20 ans est dysfonctionnelle et mène à l'érosion du tissu de solidarité et l'érosion du tissu de la constitution démocratique qui participe de ce glissement d'extrême droite. Alors, avec le CESE, on n'est pas allé jusqu'à participe de ce glissement d'extrême droite. J'enlève ma casquette pour prendre celle de vice-président du mouvement associatif, mais on en est convaincu. Et d'ailleurs, je le dis, le CESE ne l'a pas qualifié comme tel, mais ça faisait partie de nos propos de commission. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir que cette institution-là se préoccupe avec inquiétude d'un glissement d'extrême droite, ce qui n'est pas forcément le cas sur l'ensemble des territoires. Donc augmenter significativement les budgets publics, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, je pense, omettre des espaces de plaidoyer ou des espaces politiques de lien avec les pouvoirs publics. Et il me reste 2 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Ok. Et ensuite, on a tout un panel de préconisations sur l'augmentation des budgets entre les emplois aidés, les fonds de développement de la vie associative, le fonds GEP et ainsi de suite. On insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir un système redistributif adapté au champ associatif, idéalement co-construit, si ce n'est co-géré par le secteur associatif.
Donc là, c'est des sujets qui atterrissent sur des questions territoriales. Comment est-ce qu'on inclut les associations dans la manière avec laquelle on les finance et possiblement dans la manière avec laquelle on gère leur financement. Et c'est pas impossible, on a des exemples fonctionnels. Le FONGEP en a été un, il en est encore un, il est un peu moins co-géré qu'à l'époque, mais on a encore des instruments co-gérés qui permettent d'adapter les financements à l'équilibre fragile des associations. Et le deuxième volet, qui me semble être un des volets les plus importants, et je m'arrêterai à ça, c'est que si notre tuyauterie est dysfonctionnelle, globalement, si le droit de l'Union européenne est dysfonctionnel, si le droit français est dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas freiné ce glissement marchand, la loi 2014, la définition de la subvention avait cet objectif-là. L'objectif n'est pas rempli, donc il faut en tirer les conclusions. La définition de la subvention à la française n'est pas suffisante. Et donc, un des gros blocs de notre travail, c'est de dire, pour que la subvention redevienne l'instrument principal de financement du monde associatif, il faut, 1, la sécuriser, 2, la consolider en l'améliorant. Donc on a un panel de préconisations autour de ça, principalement dire qu'il est possible d'exclure du Code de la commande publique des activités associatives d'intérêt général. Alors c'est une manière un peu différente de dire que si la volonté politique est là, il pourrait ne pas y avoir d'EHPAD privés lucratifs sur un territoire. Il y a quand même un double enjeu avant cet enjeu politique, c'est la lourdeur administrative et les effets de bord que génèrent les marchés publics, et puis évidemment le risque de basculement fiscal et le risque de basculement en dehors de des régimes subventionnables européens, et on en reparlera si vous voulez dans les détails. Mais en gros, je pense qu'un des grands projets politiques gagnables en sortie de rapport du CESE et idéalement qui doit être porté par le champ associatif, c'est cette évolution de la tuyauterie. On identifie aujourd'hui des dysfonctionnements, il faut pouvoir les changer. Et si on ne change pas ces cadres, globalement, je pense que le champ associatif continuera à avoir ses moyens d'existence et ses moyens d'action réduits et conditionnés par des pouvoirs publics de plus en plus autoritaires. Un certain nombre d'éléments ont été approfondis, expliqués, des propositions faites notamment, et on y reviendra tout à l'heure parce qu'on aura un petit temps d'échange avec vous. Je voudrais juste me tourner vers Florestan pour qu'il nous dise, qu'il nous donne du moins le point de vue territorial, c'est-à-dire comment on peut qualifier ces enjeux actuels et futurs concernant le financement de nos associations. Merci beaucoup. L'enjeu actuel, je crois que les deux personnes qui m'ont précédé les ont tout à fait bien posés. Le mouvement associatif, la vie associative est je crois, confronté de manière très claire à ce qui a été présenté et j'y souscris pleinement dans l'analyse. Donc, moi, je vais peut-être simplement donner un éclairage de la manière dont, collectivité locale, on perçoit ces enjeux. Où est-ce qu'on met peut-être un petit peu de contraste et ensuite où est-ce qu'on essaye à notre niveau de participer à la transformation de nos manières de fonctionner, de nos pratiques propres de lien à la vie associative. D'abord, je crois qu'on est tous et toutes, collectivités, associations, pris toujours dans une tension entre le monde tel qu'on cherche à le transformer, mais qui n'est pas encore advenu, et le monde tel qu'il est. Et c'est vrai que c'est ce qui va amener à toujours se poser la question de la fin et du moyen. Et ce propos qui peut paraître un petit peu conceptuel là va s'éclairer au fil de mon intervention. Donc, quand on pose la question du modèle de financement, finalement, à un niveau local, on est bien obligé de regarder un niveau vers le national. Je m'explique pourquoi. Parce que le projet libéral, finalement, a largement progressé, ou ultralibéral plutôt, a largement progressé ces dernières années, que la fiscalité locale a disparu, et donc quelque part une souveraineté décisionnelle a disparu également. En asservissant les collectivités à des enveloppes de dotation, on perd, nous collectivités, une puissance politique qui est énorme et qui va poser des défis majeurs
dans les résistances ou les transformations qu'on va être amené à travailler ensemble, puisque lorsqu'on a une souveraineté fiscale locale, on peut dégager des ressources et donc les redistribuer avec nos propres stratégies ou nos propres politiques de redistribution ou d'affectation de ces ressources en soutien à la vie associative. Là, on est dépendant d'enveloppes de redistribution de la TVA en plus, donc on a asservi une bonne partie des fiscalités locales sur celle de la consommation, et quelque part, ça nous met un petit peu pieds et poings liés. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tant qu'on voudra à ce point protéger la rente du capital, on ne dégagera jamais des ressources suffisantes pour financer l'intérêt général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système de redistribution n'est pas à la hauteur et n'est pas en faveur de l'intérêt général, et le partage de la valeur tend complètement à l'intérêt privé, au profit, et on n'est pas dans une organisation sociale qui, effectivement, a placé sa priorité sur l'intérêt général. Le récit ou l'épouvantail qu'on va nous donner, c'est oui, mais le secteur privé va s'en charger. Oui, mais maintenant, on va avoir des entreprises qui exercent des responsabilités sociales d'organisation. Moi, je veux attirer l'attention sur le fait que ça pose un problème démocratique majeur. C'est-à-dire qu'une entreprise, sa gouvernance ou son pilotage, ses propriétaires, c'est des individus qui, du coup, détiennent un pouvoir supplémentaire par rapport aux citoyennes et aux citoyens que nous sommes. En disant qu'on va reléguer l'intérêt général sur les entreprises, parce qu'ils auraient comme ça quelque chose de l'ordre d'une responsabilité sociale des organisations, en fait on crée différents niveaux de citoyennes et de citoyens entre celles et ceux qui ont la propriété de l'entreprise et celles et ceux qui sont titulaires des droits qu'on ne souhaite plus exercer. Donc, manifestement, on a des actions absolument fondamentales et structurelles à porter au niveau national et dans un plaidoyer national. Au niveau local, moi j'aime rappeler que le lien avec les associations, on l'a sous deux formes. On l'a sous ce que j'appelle, alors ça va peut-être, parce que j'aime bien le terme, mais il est pas très courant, ce que j'appelle moi la capacité phorique des associations, c'est-à-dire la capacité des associations à pouvoir exprimer par elles-mêmes et par ce que j'exprimais ce matin, en fait, une première maille collective, une vision du monde, une valeur sociale dans le sens une manière de faire société qui n'est pas celle de l'institution et qui va en fait revendiquer une manière de faire ensemble des principes de justice, une reconstruction de l'égalité républicaine. Et puis dans notre relation aux associations, on a les associations lorsqu'elles concourent à nos politiques publiques avec nos objectifs institutionnels et on l'illustre bien avec la métropole de Lyon où moi dans la délégation vie ou fait associative voilà, j'ai un budget plutôt modeste mais qui vise justement à soutenir les associations dans leur fait associatif, donc dans le sens où elles ont cette pleine liberté à proposer de la revendication sociale, à nourrir le débat public et à nous opposer quelque part aussi des propositions qui ne sont pas forcément les nôtres. Et puis la métropole finance à hauteur d'une centaine de millions d'euros les associations, mais parce que c'est aussi des associations qui du coup vont s'inscrire dans les politiques publiques métropolitaines. Et je pense qu'il faut qu'on travaille les deux. Et il faut que même dans des moments où on rentre en lien avec les associations autour de politiques publiques sectorielles, comme tu le décrivais, ou autour de thématiques, on soit toujours en capacité de rappeler qu'une association, c'est un objet différent de l'entreprise et un objet différent de l'institution, qu'il a sa propre démocratie interne, qu'il a son propre objet social,
et que ça ne peut pas être un prestataire de service. Plus concrètement, on défend évidemment des financements pluriannuels au minimum triennaux, plutôt en fonctionnement, et ça c'est rare, et ça c'est difficile. 2 minutes, c'est ça? C'est difficile parce que c'est là où va s'éclairer le monde dans lequel on est et le monde dans lequel on veut voir. Moi, aujourd'hui, je me bats contre vents et marées pour soutenir de la subvention en fonctionnement, sauf que c'est la chose la moins visible du monde pour les habitantes et les habitants. Et à côté de ça, je vais avoir des porteurs d'autres pensées politiques qui, du coup, vont soumettre les associations qui, ne voulant pas renoncer aux moyens, vont déployer des visuels partout, etc. Donc on a besoin aussi de recréer des alliances sur le fait de mettre en avant l'importance d'un financement en fonctionnement. Je voulais dire un mot sur la redevabilité. Pour moi, et je vais peut-être conclure là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, on doit aussi réinventer la redevabilité entre les institutions et les associations, précisément parce qu'une association n'est pas une entreprise et qu'elle a une proposition de valeur ou une création de valeur qui n'est pas mesurable comme une entreprise. Et je crois qu'effectivement, le New Public Management a amené une obsession à vouloir mesurer l'impact, a amené à vouloir quantifier ou qualifier absolument quelque chose qui est de l'ordre du ressort de la proposition de la vie sociale, et que ce qui est important, c'est qu'il y ait une redevabilité, donc qu'il y ait un regard croisé entre institution et association sur son action, et qu'elle puisse aussi comme ça, de cette manière, le porter auprès des habitants pour témoigner du pourquoi son soutien, mais qu'il faut qu'on se méfie de certains outils de pilotage qui vont au mieux simplement prendre énormément de temps aux associations et donc pas être du tout efficaces, ni dans le pilotage, ni dans leur vie au quotidien. Et au pire, continuer, si on n'y prend pas garde, le mouvement de monétarisation de certaines activités qui vont glisser du champ de l'intérêt général à quelque chose de mesurable, quantifiable, donc monnayable. Que tous ces liens directs qu'il peut y avoir et la redevabilité qu'on peut attendre entraînent forcément une action administrative forte de la part des acteurs associatifs. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui dans certaines demandes de subventions des rapports à éditer qui prennent énormément de temps et qui, effectivement, ne reflètent pas réellement ce qui se passe en réalité. Marine voulait rebondir et récupérer ces 2 minutes qu'elle n'a pas eu tout à l'heure. C'est ça le maître du temps, voyez-vous. Oui, pour prolonger sur les processus de financiarisation qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que dans ce retrait de la subvention, finalement, on engage les associations à repenser leur modèle socio-économique. Vous avez dû entendre, on est amené à repenser notre modèle socio-économique, à aller chercher des financements ailleurs, vers le privé, et on voit aujourd'hui, on a appris à partir de 2010 que la main invisible du marché avait un cœur invisible. Et ce cœur invisible, c'est le financier anglais qui a lancé les investissements à impact en Europe, qui le décrit. L'investissement à impact, c'est comment les grands acteurs financiers aujourd'hui, face à la pression à remettre leur investissement dans du propre, du vert, du social, comment ils réorientent leur investissement. Et cet investissement à impact, il nous annonce, il porte le récit qu'on va pouvoir faire du bien, mais aussi du profit. Et donc, s'inscrire dans des actions, qu'elles soient portées par des entreprises à mission, des startups à impact qu'on voit émerger aujourd'hui, ou des associations.
Et cette idée qu'on peut faire de l'investissement à impact, elle va être une nouvelle forme, enfin c'est ce qu'on voit émerger comme nouvelle forme de financement possible. Et au cœur de cette question d'investissement à impact, il faut pour cela pouvoir mesurer l'impact et transformer les actions associatives en les monétarisant, en rendant une action associative, rendant un équivalent monétaire d'une action associative. Donc, toute cette transformation qu'on voit arriver depuis les années 2010 des méthodes d'évaluation, elles peuvent s'inscrire, enfin en tout cas pour nous, elles s'inscrivent dans cette transformation-là. C'est-à-dire qu'on a toujours évalué, on a toujours mis de la valeur sur ce qu'on faisait, on a toujours cherché à rendre compte, même si c'était très compliqué et parfois impossible. Effectivement, j'entendais ce matin sur les éducs de rue. Moi, je me souviens, j'ai été très longtemps journaliste dans le secteur social et médico-social, de la difficulté des éducs de rue à rendre compte de ce qu'ils faisaient, parce qu'ils restaient des années sur un quartier, ils tissaient des liens qui pouvaient ne servir à rien comme à quelque chose. Et donc, voilà, ces acteurs aujourd'hui ont quasiment disparu. Mais en tout cas, voilà, cette notion de mesure, pour nous, elle vient, c'est le cheval de Troie de cette financiarisation qui commence à arriver doucement enfin doucement, il y a des budgets très importants. Enfin, là, il y a de l'argent. Au dernier congrès de l'ESS, au mois de juin dernier, j'entendais un des cadres responsables de la Banque des Territoires qui disait « Mais moi, le problème, c'est que j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Le problème, c'est que je n'ai pas de projet associatif en face qui est un modèle économique assez solide pour répondre à ces investissements, puisqu'il reste basé sur le modèle de la subvention, qui est devenu, en gros, has-been. Maintenant, il faut penser investissement. Investissement veut dire aussi retour sur investissement, hein, vous avez compris, du bien et du profit. Donc, il y a tout un champ qui va pouvoir s'inscrire éventuellement dans ce financement-là, mais il y a tout un champ qui ne pourra pas être financé comme ça. Merci, Léla. Alors, en fait, il y a une notion aussi qui est importante, et je vais rendre la parole à Florestan, c'est la valorisation des heures de bénévolat. On en parle souvent, ces valeurs qui sont impressionnantes hein, dans les rapports annuels et qui sont certaines fois mis sans avoir de but parce qu'en fait, ne sont pas appréciés à la hauteur de ce que cela représente en fait. Et c'est un travail qui est énorme, et on se retrouve des fois confronté à des structures qui nous financent, qui ne comprennent pas pourquoi cette valeur est beaucoup plus importante que le flux monétaire de l'association. Et donc, ça peut poser un problème. Je redonne la parole à Florestan qui voulait répondre à mon interaction de tout à l'heure. Oui, je pense qu'ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas bien saisi l'objet associatif. Enfin, l'objet associatif est quand même fondé sur les heures de bénévolat et d'engagement. Et on en parlait tout à l'heure, c'est du travail qui échappe au marché, et ça rend un peu fou le marché aussi. Mais moi, je voulais revenir sur la redevabilité, parce que, et sur le rôle que peut avoir une métropole comme celle de Lyon. On a sûrement un rôle expérimental à montrer que c'est possible de faire autrement. Et c'est ce à quoi on s'attache dans la délégation vie et faits associatifs, c'est d'essayer de revenir à ces contrats triennaux. Moi, je voudrais même qu'on repasse à l'offensive et qu'on dise c'est peut-être pas des CPOM, des contrats de moyens et d'objectifs, parce que qui dit déjà objectif, dit déjà contractualisation avec certaines mesures, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réinvestisse l'outil de c'est quoi le dialogue et l'attendu en termes de retour pour une collectivité de l'activité d'une association. Et notamment parce que sinon ça donne des rapports qui en fait prosaïquement ne bénéficient pas forcément au plus grand nombre, ne bénéficient pas forcément à tous les habitantes et tous les habitants. Et donc il faut qu'on invente ces nouveaux modes de quand je te donne
une confiance pour une partie de la redistribution publique. Voilà, qu'est-ce qu'on doit inventer ensemble pour le retour ou la manière d'en faire valoir aux citoyennes et aux citoyens. Et ça, je pense que c'est une refondation complète qu'il faut faire. Il faut sortir des bilans quanti-quali de 150 pages. Et on va essayer de le faire là avec les 4 structures, donc les 4 points d'accompagnement à la vie associative avec lesquels on veut faire des contrats triennaux, d'essayer de définir ensemble des nouvelles formes de redevabilité qui à la fois répondent à l'attendu d'une institution de quand même pouvoir faire valoir du pourquoi ce soutien, tout en ne tombant pas dans ces écueils de bilan qui n'ont pas forcément une utilité sociale absolument forte, et en se disant aussi que l'association peut avoir un intérêt dans l'exercice qui est le sien dans cette redevabilité. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur la décentralisation, parce que aujourd'hui, les collectivités territoriales vivent une attaque très claire sur leur capacité à se financer, c'est ce que vous disiez, de suppression de fiscalité locale, de transformation en dotation, de dotations qui sont contrôlées et normées de telle ou telle manière pour que les collectivités agissent de telle ou telle manière, et globalement, dotation en baisse. En gros, on vit un double moment de décentralisation, de recentralisation, d'atteinte à la centralisation, de reconcentration, c'est-à-dire de renvoi dans la responsabilité de l'État, et en même temps de réduction progressive de la capacité de l'État. Donc, le sujet, c'est pas tant de savoir s'il nous faut une société entièrement décentralisée ou une société entièrement centralisée, quoi qu'on pourrait se poser, mais on a fait un choix aujourd'hui en France d'avoir un fonctionnement relativement hybride avec une vision communaliste relativement libertaire, je dirais, à la base, et on en revient. Si le projet de reconcentration, c'est-à-dire en gros de transfert des responsabilités et des budgets en direction de l'administration centrale d'État, se transforme, comme ce qui se passe aux États-Unis, par une conclusion qui consiste à dire on doit détruire l'État, on aura tout perdu. Et donc, j'étais hier au Congrès des maires de France, écouter son président et son vice-président, de droite et de gauche, sont tous les deux d'accord. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort aujourd'hui de lien avec les associations. La gestion communale est une gestion d'engagement. Principalement, les élus locaux très bien payés, ça n'existe pas beaucoup. Et il y a aujourd'hui une érosion, ou en tout cas une attaque, je pense, assez généralisée. Les collectivités vivent très fortement aussi le New Public Management, la surcharge normative, la surcharge d'évaluation et la complexité de gestion fiscale et financière, comme on les vit aujourd'hui en tant qu'association. Donc voilà, moi je dirais, il y a une alliance très forte, je crois, entre la vision de l'associativisme qui pense la société de manière décentralisée. Alors ça peut produire le meilleur comme le pire, il faut le savoir, c'est sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se base sur un État central déconcentré. Mais il y a quelque chose à faire autour de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est globalement les deux questions dans ce sens-là. Alors, le CESE présente ses limites. Je parle avec ma casquette CESE. On est un conseil, donc on est une institution de conseil, on n'a pas de fonction de législateur. Cependant, le CESE est un peu la chambre de la société civile organisée, donc il peut accueillir des mobilisations. Nous, en tant que conseillers-conseillères, on a la fonction de porter nos avis, c'est-à-dire de faire ce que je viens de faire là, de le présenter, mais aussi d'aller parler à des responsables politiques, de faire le tour du Parlement, d'aller voir le tour d'un gouvernement pour savoir où sont nos voies de passage. Je vous dis aujourd'hui, de ma casquette CESE, qu'après premiers échanges avec parlementaires de droite, de gauche et gouvernement, que ce sujet possiblement de tuyauterie, c'est-à-dire en gros de dire on est allé trop loin dans les logiques marchandes, en plus ça bureaucratise, ça pèse trop lourd dans la gestion des communes, ça pèse trop lourd pour les associations, on doit revenir en arrière, il y a une fenêtre de tir. La question qui va se poser, c'est qui va le faire? Hop, j'enlève ma casquette, je prends celle du mouvement associatif, et je peux vous dire qu'il est possible que ça arrive bientôt. Maintenant, la question, c'est comment on va le faire. Et le pressentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il va falloir le faire de manière très collective. C'est-à-dire, en gros,
de sortir de nos réflexes historiques qui consistent à donner la responsabilité à nos fédérations, mais de faire ça de manière collégiale et décentralisée. J'attends dans ce cas bientôt mandat, on passe en conseil d'administration du mouvement associatif, la possibilité de faire ça. Le rendez-vous d'après, c'est 11 décembre au CESE l'après-midi, ça peut être suivi en visio. Le CESE passe la main. En gros, le 11 décembre, on réunit une séance plénière où on invite le monde associatif, des élus, des parlementaires à venir siéger comme des conseillers-conseillères et à débattre. La thématique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour concrétiser ce qui a été écrit dans ce rapport, sachant que la plupart de ce qui est écrit a été taillé pour avoir des atterrissages législatifs. On n'a pas fait de préconisation pratique, on en a fait le minimum possible parce qu'on voulait des évolutions de droit. Et donc le 11 décembre, on pose la question de comment est-ce qu'on s'organise pour y arriver, quelles alliances on construit pour y arriver, et c'est le moment où le mouvement associatif, certainement, fera ses annonces d'ouverture de programmes décentralisés de plaidoyer. Alors, ce que je voulais dire sur, je ne sais plus qui posait la question des lieux, enfin des collectivités, des expériences de collectivités territoriales. En fait, nous, on espère beaucoup de ce qui se joue dans des collectivités territoriales progressistes, et on vous invite à venir, et ça tombe bien, c'est à Villeurbanne, à des journées qui ont lieu les 28 et 29 novembre, là, qui sont les journées démocratie d'interpellation et liberté associative, où justement on viendra explorer ces collectivités territoriales, enfin, voir les expériences qui se mènent dans les collectivités territoriales progressistes pour essayer de penser d'autres façons de garantir cette fonction d'interpellation des associations. Par ailleurs, nous, on prévoit de sortir, donc l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations prévoit de sortir son deuxième rapport en début d'année prochaine. Ce rapport vise à explorer des pistes de démarchandisation possibles. On en a trois. Une, si je veux aller très vite, une est celle d'explorer tout ce qui se pense et qui s'expérimente autour de la sécurité sociale de l'alimentation, qui pour nous est une manière de prolonger le principe de la sociale, et on pourrait imaginer de prolonger ce principe vers le financement associatif. Ça permettrait aussi de penser d'autres modèles de distribution de la subvention avec un système plus transparent, démocratique, citoyen. La deuxième piste est d'aller voir du côté de nos voisins belges qui ont un financement de l'éducation permanente qui est l'équivalent de l'éducation populaire chez nous en France, appuyé sur un décret qui assure un financement pérenne dans la durée de leur structure, agréée éducation permanente, avec une obligation d'auto-évaluation tous les 5 ans, et avec dans leur décret un article 1er qui inscrit la mission pour ces associations d'avoir une capacité critique des pouvoirs établis. Donc là, on est dans un cadre un peu particulier, mais qui existe, dont on peut s'inspirer. Et puis la troisième piste, c'est justement ce qui va se passer à Villeurbanne à la fin du mois, d'essayer de voir les exemples dans les collectivités territoriales où on essaye de réfléchir à garantir, comment dans le contexte actuel français, on essaye de garantir ce cadre d'interpellation. Il y a des exemples à Rennes, à Lyon, voilà. Donc essayer de voir comment on peut rendre ces expériences déjà plus visibles aussi, au niveau national peut-être. Bon, moi à la fois je suis un actuel optimiste et à la fois effectivement le constat il est sombre. Je pense que le droit à la pensée, le droit à la critique, il est menacé aujourd'hui. Je vous apprends rien là-dessus. Je pense qu'effectivement, il va falloir défendre une vision de société et notamment aussi des services publics. Parce que je crois que la défense des services publics et la défense des associations va de pair avec la question de qu'est-ce qu'on veut et qui doit gérer quoi dans notre modèle d'organisation sociale collective, et notamment lorsque ce quoi-là est quelque chose de précieux,
d'humain, de l'ordre du soin, de l'ordre de l'intérêt général, à qui on le confie, et service public comme association ont ce combat de rappeler que le marché, dans son essence, n'a pas forcément vocation, n'a pas vocation à devoir se saisir de tous ces enjeux-là. Il y a plein de choses auxquelles je pense, mais j'ai du mal à tous vous les redonner. Nous, on va essayer de garder notre rôle d'expérimentation. C'est pas facile aussi de faire des changements culturels dans la manière de faire évoluer les relations aux associations, surtout dans les politiques sectorielles. Nous, là, notre service vie associatif, on est très au courant de l'ensemble des enjeux qu'on décrit, mais dans une métropole de 9500 agents, il y a aussi tout un travail d'acculturation ou de réacculturation à ce rapport au monde associatif qu'on souhaite engager. Et puis après, il y a aussi une question de plaidoyer, et il y aura aussi une question de plutôt que de prendre un financement privé qui entretient quelque part le monde qu'on essaie de transformer, quelle solution on pourra proposer. Et je pense qu'il y aura la question du financement, mais aussi la question du moyen en fait à l'action, qui passera pas forcément par du financement classique tel qu'on pense. Et c'est marrant que vous évoquiez la sécurité sociale et l'alimentation, parce que tout à l'heure, quand on a fait une fresque qui marche très bien des enjeux de la vie associative, on avait cette carte subvention, mais peut-être que dans un monde futur, il faut peut-être repasser à l'offensive là-dessus. C'est plus une subvention, c'est une allocation d'une sécurité sociale de la vie associative, démocratiquement gérée par des caisses locales de la vie associative, rassemblant les représentants des associations et les citoyennes et citoyens qui décident de cette allocation. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur une des phrases « Le monde veut changer les associations ». Moi, je pense que c'est le néolibéralisme qui veut changer les associations, parce que je voudrais juste vous citer une phrase de Bourdieu qui disait dans les années 90, donc voilà, ça fait un petit moment, que le néolibéralisme est une utopie en cours de réalisation d'une exploitation sans limite, dont une des clés est la destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Donc tenter de faire collectif, tenter de faire association est un danger pour le néolibéralisme. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, sur les entreprises à mission installées par la loi Pacte de 2019, on est dans un processus de floutage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises à mission, il y a aussi tout un plaidoyer pour faire advenir les entreprises à impact, et en fait, on est dans un processus de flou. Parce que si l'entreprise peut changer le monde, à quoi servent les associations finalement, et les services publics encore plus. Donc finalement, on est dans un processus de flou, sauf que l'entreprise, elle n'est pas là pour s'occuper de l'intérêt général. Elle est là, il y a toujours une question d'intérêt privé. Et donc, il faut vraiment avoir conscience que c'est vraiment une destruction de nos structures collectives, finalement. Peut-être réaction au sujet, l'argent public baisse, va falloir qu'on se débrouille. C'est un sujet pragmatique, on est gestionnaire d'assaut, on participe d'assaut, on veut qu'elle tienne, il va falloir le faire, en effet. On sait qu'en le faisant, on court des risques. Le double risque, de nourrir le discours que c'est possible sans. Et celui-là, ça fait déjà quand même une petite vingtaine d'années qu'il nous arrive dessus. Et deuxièmement, de basculer en dehors du régime de l'intérêt général, doctrine fiscale, et en dehors de la capacité que l'Europe accorde à la France de subventionner ses assos. On a quand même aujourd'hui 20 milliards d'aides publiques qui sont données, de subventions, 23 milliards, données aux assos, sur une base légale principalement française, que si on demandait à la Commission européenne de vérifier, on ne sait pas ce qui reste debout. On est dans un moment où si on ne se bat pas pour ça, on risque possiblement de glisser très fort. Et je rajoute à ça quand même, j'entends souvent
Ça, depuis que moi, j'ai 37 ans, ça fait 20 ans que je suis travailleur associatif, bientôt 20 ans. Et j'entends souvent le discours qui dit bon, bah, la subvention, l'argent public, c'est pas ce que vous disiez, hein, mais c'est un peu fini, il faut qu'on aille ailleurs. Sauf qu'en fait, pendant ce temps-là, le patronat, il fait pas ça. Il dit à moi l'argent public. Absolument. Et qu'en fait, à mesure que les structures de l'intérêt général se détachent de la lutte pour le système redistributif, le patronat le fait à notre place. Là, je retire un peu ma casquette CESE, ça me semblait important. Et on le voit principalement sur les questions européennes. Le message de fond, c'est l'entreprise répond aux problèmes sociaux, répond aux problèmes environnementaux, si on était un peu plus radical, que le capital a lui-même créé. Et on est dans une phase de relégitimation du capital par la réponse à des problèmes macro-sociaux et écologiques que le capital a lui-même créé. Sauf que dans ce protocole de réponse, la solution, c'est le financement des boîtes pour le faire à la place des pouvoirs publics. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je crois, se dessine un horizon européen de réindustrialisation qui consiste à donner les clés à des très grosses boîtes de la transition écologique et possiblement des réparations de dommages sociaux. Ça, c'est un peu l'observation que j'ai pu faire de ma casquette de plaideur sur les questions écologiques européennes. Et ça se présage. Voilà. Donc je pense qu'il faut y faire attention, et à mon sens, c'est pour ça que, même si c'est une bataille dure, même si on se dit qu'on va en perdre beaucoup, il faut la mener. Et puis ensuite, merci Gilles et Jean-Marc. Je disais tout à l'heure, il va falloir peut-être repenser nos modes de mobilisation. Mon rêve, ce serait qu'on arrive à trouver, parce qu'il faut être concret là-dedans. Il faut avoir des outils. Il ne faut pas oublier que tout ça, finalement, c'est pas que de la vision politique, c'est aussi de la prod. Donc il faut être organisé, en fait. Donc il nous faut des instruments d'organisation, il nous faut des instruments de coordination. Quand on parle d'une mobilisation vaste, on est des millions, possiblement, à vivre le même problème, à tirer les mêmes constats, et à ne pas savoir sur quelle corde tirer pour faire effet collectif. Donc je pense que là, on a besoin de diffuser, de s'assurer qu'on est tous d'accord sur les constats, de s'assurer que peut-être on se met d'accord sur les solutions, mais par contre, on a vraiment besoin de force pour fabriquer des instruments qui font levier et coordination de nos énergies. Au débat pour le futur, j'espère qu'on arrivera à trouver l'énergie au sein du mouvement associatif pour initier ça, mais on a des énergies à aller chercher ailleurs, en alliance, au futur, et voilà, moi j'espère pouvoir participer de tout ça. Si vous le souhaitez, là, évidemment, on est dans un cadre interne du mouvement associatif, mais ça peut être bien aussi de garder contact, ou de se dire, je laisse un mot quelque part pour dire, en fait, j'aimerais bien y participer. J'espère que bientôt, et je conclue là-dessus, le mouvement associatif lancera un appel aux responsables, travailleurs, travailleuses et bénévoles associatifs pour participer d'une mobilisation d'une manière ou d'une autre. Et une fois qu'on a ça, on réfléchit comment est-ce qu'on agit. C'est vrai que c'est un des sujets qui va nous attendre très très vite, parce qu'on n'aura pas énormément de temps devant nous si on veut réagir et inverser certaines tendances. Et donc on a déjà eu cet appel à la rentrée du mouvement associatif qui a eu lieu à Paris au mois de septembre, voilà, et je pense qu'on a tout intérêt. Il y a un travail aussi de fond à faire, c'est la structuration des secteurs, parce qu'on a des secteurs associatifs qui ne sont pas du tout structurés. Et j'entends par exemple celui de la culture que je représente, on est complètement dispersé, et pour autant on est peut-être le deuxième secteur associatif de France. Donc il y a aussi une notion d'accompagnement, de structuration, de prise en compte. En tout cas, merci. Je voudrais qu'on réapplaudisse nos deux intervenants.